Ici, la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, heureux de vous retrouver dans Washington Forum, un numéro consacré cette semaine aux élections présidentielles et législatives à venir au Nigeria. Après un report très critiqué, le pays le plus peuplé d'Afrique se rend aux urnes ce samedi 28 mars. Insécurité, économie et corruption, les enjeux sont énormes, mais ont-ils vraiment dominé la campagne électorale? Décryptage. Washington Forum. Nous sommes le jeudi 26 mars 2015. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum. Nos invités vont nous rejoindre dans quelques petites minutes. Les 68,8 millions d'électeurs nigérians choisiront-ils la continuité ou l'alternance? Qui de Jonathan ou de Buhari l'emportera? Et Boko Haram tentera-t-il de semer encore plus de terreur lors de ces scrutins? Nous le saurons bientôt. Mais pour l'heure, revivons la dernière ligne droite de la campagne électorale avec l'envoyé spécial de la VOA au Nigeria, Anne Luke. Le Nigeria vote dans l'incertitude. La plus grande économie de l'Afrique vacille, mise à nu par la chute des prix du pétrole, révélant son incapacité à s'adapter et à se préparer pour faire face à d'éventuelles années de vaches maigres. La dévaluation du naira commence à se faire ressentir dans les portefeuilles des Nigériens, dans un pays qui dépend fortement de ses importations. De plus, le nord-est est un champ de bataille. Les troupes nigériennes et régionales gagnent du terrain sur Boko Haram, tout en essayant tant bien que mal de garder l'emprise sur ces territoires récupérés. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées. Elles ne seront pas donc en mesure de voter. Les attentats suicides font toujours des ravages. Sur le plan politique, c'est un sentiment d'incertitude qui s'empare du pays. Le PDP règne plus ou moins en maître incontesté depuis 1999. L'opposition ne s'est constituée qu'en 2013. 4 fois candidat à la présidence, Muhammadu Buhari porte la bannière, ou plutôt le balai, de ce nouveau parti, l'APC. Nous voulons un nouveau Nigeria. Ça commence avec nous, ça commence aujourd'hui. L'insécurité, la corruption et l'effondrement de l'économie ont traîné la nation vers le bas. Pour la APC, cette élection prend une allure de référendum après 16 années de règne de PDP. Un message qui résonne. Les gens souffrent au Nigeria, de grandes souffrances au Nigeria. Nous n'avons pas de bonnes routes, pas de bons hôpitaux, pas de système électrique fiable, pas d'eau potable, pas de transport. Rien ne bouge au Nigeria. Le PDP loue ses réalisations, tout en soulignant l'âge de M. Buhari, 72 ans, ainsi que son passé de dirigeant militaire dans les années 80. Voulez-vous revenir au vieux temps ou voulez-vous aller de l'avant? Le Nigeria va aller de l'avant. Le Nigeria est pour les jeunes, le Nigeria n'est pas pour les vieux. Les jeunes doivent redéfinir ce pays. 70% des Nigériens ont moins de 30 ans. Le chômage est élevé et les deux candidats ont promis de créer des millions d'emplois une fois élus. Le premier mandat du président Jonathan a été entaché par plusieurs scandales de corruption au plus haut niveau. L'insurrection de Boko Haram s'est intensifiée de façon fulgurante pendant son règne. Pourtant, les analystes s'accordent à dire que la course est trop serrée. La commission électorale a déployé un système de vérification biométrique des électeurs pour tenter de prévenir d'éventuelles fraudes. Les agences de sécurité sont sur le qui-vive et le mouvement de la population sera restreint à partir de vendredi. Anne Luke, la Voix de l'Amérique, Abuja. Et voilà, le décor est planté. L'heure d'accueillir nos invités avec moi sur ce plateau. Mireille Dieupe, spécialiste en résolution de conflits, et elle est de l'université George Mason à Abuja au Nigeria. Christopher Fomunyo, directeur régional pour l'Afrique au NDI, National Democratic Institute, basé à Washington. Il y est en tant qu'observateur. À Abuja également, où nous retrouvons l'envoyé spécial de la VOA, Anne Luke, qui nous rejoint via Skype. Chris Fomunyo, le Nigeria, pays en plein conflit avec Boko Haram, peut-il vraiment garantir un bon déroulement des élections ce samedi, un mois et demi plus tard que prévu? Oui, je crois qu'à 48 heures du scrutin, c'est tout le Nigeria qui se mobilise
pour ces élections vraiment qui seront les plus compétitives dans l'histoire de ce pays. Je peux vous rassurer que, étant donné que le mouvement Boko Haram a subi beaucoup de pertes ces derniers temps, il n'y a aucune inquiétude que Boko Haram puisse perturber le scrutin du samedi. Donc c'est avec beaucoup de sérénité que les Nigérians iront aux urnes, y compris dans les 3 États du nord-est du pays qui, par le passé, avaient été occupés par certains éléments de Boko Haram. Oui, mais Chris Fomunio, il n'y a pas que Boko Haram. Y a-t-il des gens qui auraient aimé empêcher ces élections samedi? Effectivement, il y avait des inquiétudes d'instabilité ou d'insécurité, mais je crois que depuis le mois de janvier, il y a des actes qui ont été posés par les acteurs politiques, notamment avec l'accord d'Abuja signé en janvier. Et ce matin encore, nous venons de vivre un moment historique, un moment pendant lequel les 2 candidats au présidentiel, dont le président sortant Goodluck Jonathan et son rival Muhammadu Buhari, ont signé un nouveau accord d'Abuja pour rappeler l'appel à des élections paisibles, l'appel contenu dans le premier accord d'Abuja du mois de janvier. Voilà. Donc ce message tant symbolique et les images qui sont sorties de cette rencontre de ce matin vont quand même marquer les esprits et nous pensons que le scrutin va se dérouler de façon la plus paisible que possible. Voilà, engagement réitéré. Rapidement, la fermeture des frontières maritimes et terrestres ordonnée par le président candidat Jonathan était-elle nécessaire? Certains Nigérians s'inquiètent de ce phénomène, mais nous savons aussi que les frontières sont très poreuses sur notre continent, surtout les frontières terrestres. Et pour garantir quand même la paix et la stabilité, je crois que le gouvernement s'est vu obligé de prendre cette disposition. Mais si cela n'empêche pas aux Nigérians de sortir et de voter tranquillement le samedi, cette fermeture n'aura pas d'impact. Anne, avant de parler des dernières heures de la campagne électorale, que pouvez-vous nous dire très rapidement à propos d'une fosse commune qui a été découverte à Damasak, dans le nord-est du Nigeria? Oui, les soldats régionaux qui ont libéré la ville de Damasak, ils ont trouvé une fosse commune ils ont trouvé à peu près 100 corps, les gens décapités, tués avec des fusils. Et les soldats disaient que ces gens-là ont été tués il y a peut-être 2 mois par Boko Haram. Mais cette pratique est très très connue chez Boko Haram. Quand ils attaquent une ville, quand ils envahissent une ville, ils vont porte à porte même pour chercher des hommes, soit pour les recruter par force, soit pour les tuer. Alors, vous suivez cette campagne électorale pour nous. Les candidats ont-ils sorti l'artillerie lourde pour convaincre les indécis à la dernière minute? Moi, je dirais que les candidats ont fini la campagne d'une manière très, très ciblée. Buhari a passé la plupart de cette dernière semaine au sud du pays, où lui, il a vraiment besoin des voix, de se faire connu par les gens au sud. On s'attend que Buhari va dominer au nord, comme il a dominé en 2011, mais il a besoin du sud. Pour le président Jonathan, c'était plutôt une question de consolider sa base. Il n'a pas fait des grands meetings. On me dit qu'il a préparé des réunions privées avec des groupes de soutien. Et lui, il finit cette période de campagne dans le delta au sud. C'est ça, sa région natale. Alors il faut dire que des 28 candidats au fauteuil de président et vice-président, 5 sont des femmes, dont une seule, la première d'ailleurs, briguant la présidence. Il s'agit de Comfort Oluremi Sonaya, 60 ans, du parti Kowa. Cette professeure de français à la retraite veut démontrer qu'il est possible de faire campagne sans parrain ni jet privé. Pour elle, les femmes ont assez joué les pom-pom girls. Ce sont ses propres mots. Mireille Dieupe, s'agit-il d'un bon début pour les Nigérianes qui veulent jouer un rôle plus important en politique? Mais il faut rappeler que la femme nigérienne a toujours eu ce rôle-là. C'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons une dame telle que Madame Gozi, qui a quand même été Managing Director à la Banque mondiale. Mais ce que je retiens dans la déclaration de Mme Rémy, quand elle dit pas de jet privé, pas de parrain, j'ai comme l'impression qu'elle ne connaît pas son électorat. Parce que quand vous regardez la pyramide démographique du Nigeria, à la base, elle est l'âge. Ça veut dire que ceux qui sont âgés entre 15 ans
et 52 ans occupent la grande majorité. Alors, à qui est-ce qu'elle s'adresse? Ceux qui rêvent des jets privés? Mais au Nigeria, les femmes sont nombreuses à la tête de grandes entreprises et à des postes clés dans l'administration. La politique, finalement, est-elle une affaire d'hommes, comme peut-être ailleurs sur le continent? Pas vraiment. C'est vrai que dans la région, la sous-région, nous avons des hommes qui sont assez machos, mais quand même la femme africaine, ou alors la femme dans la sous-région, elle essaye, comme elle peut, de s'accaparer, d'avoir ce rôle, quoi. Ouais. Alors, on sait quand même l'Afrique compte quelques femmes présidentes, la libérienne Ellen Johnson Sirleaf, la malawite Joyce Banda, et même si elle est présidente de la transition, Catherine Samba Panza, la centrafricaine. Donc, alors, ça avance Ça avance, oui. Ça avance. Même au Cameroun, par exemple, on a aussi 2 dames pendant les dernières élections présidentielles. Donc, ça avance, on peut rêver. Alors, je ne sais pas si Chris est toujours avec nous, parce qu'en fait, on a 10 minutes de liaison satellite. Malheureusement, non, mais peut-être qu'on va le retrouver un peu plus tard par téléphone. Le président américain a appelé à des élections libres et équitables au Nigeria ce samedi. Barack Obama a également invité les Nigérians à rejeter la violence qui a entaché les précédents scrutins. Nous l'écoutons. J'appelle tous les dirigeants et les candidats à faire comprendre à leurs partisans que la violence n'a pas sa place dans les élections démocratiques. Il ne faut pas inciter à soutenir ou s'engager dans toute forme de violence avant, pendant ou après le dépouillement des bulletins de vote. Voilà, restez avec nous, s'il vous plaît. Nous allons retrouver nos invités dans quelques minutes. À venir également, les attentes des jeunes électeurs nigérians et les commentaires Facebook. Washington Forum revient après une courte pause. La décision Nigeria 2015. Le Nigeria est dans la dernière ligne droite de la campagne pour sa présidentielle. Un scrutin qui intéresse l'ensemble de l'Afrique. VOA Afrique est prête pour l'événement avec un important déploiement de journalistes internationaux au Nigeria et dans les pays voisins. Notre couverture spéciale, élection présidentielle nigériane, démarre ce samedi. La décision Nigeria 2015, soyez au cœur de l'actualité du continent avec VOA Afrique. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Nous braquons les projecteurs sur les élections nigérianes. D'emblée la parole aux Facebookers. Alors en premier, nous avons Mario Alimacio, Luanda Angola. Jonathan ne mérite pas de continuer au pouvoir ou de continuité au pouvoir. Lalia Mahamadou Tibati Cameroun, je dis bonne chance au général Bouhari en cette période de trouble. Archiduc Théodore de N'Djamena Tchad, je souhaite que le Nigeria choisisse Goodluck Jonathan et l'aide à lutter contre Boko Haram, car l'avenir du Nigeria se résume sur la correction des erreurs et fautes. Et Joseph Kaneshiro Soma, qui ne dit pas d'où il nous écrit, le problème à Boko Haram n'est pas fini. Tant qu'il n'y a pas de stabilité, les élections seront comme une perte de temps et le peuple parlera de fiasco. Comme promis, gros plan sur la jeunesse nigériane. D'après une enquête publiée par le gouvernement d'Abuja en 2012, le pays comptait environ 64 millions de jeunes dans la tranche d'âge de 15 à 35 ans, plus de la moitié étant des filles, une frange qui est la plus affectée par le chômage. Beaucoup de jeunes qui iront voter pour la première fois samedi disent qu'ils ne manqueront pas de faire entendre leur voix, comme nous allons l'entendre dans ce reportage présenté par Morgane Guériec. Les jeunes Nigérians sont catégoriques, comme ici, dans les rues de Lagos. Ils affirment qu'ils auront cette fois-ci leur mot à dire dans les élections de ce samedi. Michael Oguntade est étudiant en droit. Les politiciens doivent venir pour nous encourager, ne doivent pas seulement venir pour nous dire de voter pour eux. Comment pouvez-vous nous encourager? Que pouvez-vous faire pour nous, les leaders de demain? Sommes-nous vraiment aidés pour le devenir? Le gouvernement nigérien doit tenir compte des aspirations de cette jeunesse. Le Nigeria, pourtant riche en pétrole et doté d'un revenu national relativement élevé, est le pays où les jeunes prospèrent le moins, à en croire le tout premier indice sur le bien-être de la jeunesse mondiale lancé l'année dernière. Peace Ogbeche, étudiante en art.
Ils ont besoin de regagner notre confiance. La course est très serrée entre Jonathan et Buhari. Je ne sais même pas qui va l'emporter. Peu importe qui sera le vainqueur, il doit apporter des changements. C'est ce que j'attends. Les jeunes Nigérians représentent une importante frange de l'électorat capable de faire basculer le résultat en faveur de l'un ou de l'autre candidat. C'est pourquoi le président sortant Goodluck Jonathan et son principal rival Muhammadu Buhari n'ont pas manqué de les courtiser. Joseph Yobo, leader de l'aile jeune du parti au pouvoir. Au nom des jeunes, je voudrais dire que notre temps est arrivé. Il est temps pour les jeunes de se lever et de se faire entendre. Le Nigeria doit aller de l'avant. Le Nigeria est pour les jeunes. Le Nigeria n'est pas pour les vieux comme nous. Pour l'heure, toutefois, les jeunes Nigérians sont plus exposés au chômage et à la pauvreté. Ils sont aussi fortement affectés par le problème de la corruption, ce qui fait dire aux analystes qu'il ne suffit pas d'une campagne électorale pour les faire changer d'avis. Voilà des jeunes bien décidés. Jonathan qui dit le Nigeria pas pour des vieux comme nous. Merci Morgane. Et nous retrouvons nos invités. Mireille Dieupe de l'université américaine George Mason à Abuja, l'envoyé spécial de la VOA, Anne-Luc, également à Abuja, au Nigeria, Chris Fomunyo du NDI. Mireille Dieupe, nous parlions de la femme nigériane avec vous tout à l'heure. Pensez-vous que ce sera également l'occasion pour les jeunes de peser de tout leur poids samedi? Bien sûr. Bien sûr, je pense que c'est vraiment déterminant parce que quand vous regardez les dernières images du Nigeria, on a comme l'impression qu'ils sont vraiment déterminés. On a comme l'impression qu'ils savent que cette fois-ci, leur vote va compter. Pourquoi? Parce qu'au mois de mai dernier, on a eu Bring Back Our Girls. Nous sommes partis de Bring Back Our Girls to Bring Back Our State. Et ce mouvement a été infusé par la jeunesse nigérienne. Alors samedi, ils vont sortir, ils vont voter et après le vote, ils vont tout faire pour que leur vote compte. Je ne pense pas que ce sera dans la violence. Voilà. Chris Fomunyo, pour des observateurs politiques, la campagne électorale a été dominée par de la politique politicienne. Les candidats, d'après vous, ont-ils suffisamment débattu des grands enjeux de ces élections, l'insécurité nationale, l'économie, le chômage et le défi de la corruption, endémique d'ailleurs au Nigeria? En fait, beaucoup de Nigériens s'attendaient à ce qu'il y ait un débat sur les grands défis que rencontre ce pays d'Afrique, ce grand pays géant d'Afrique, mais qui n'arrive pas à vraiment décoller. Malheureusement, ça n'a pas été tellement le cas. Et il faut avouer que la campagne a été dominée par une mauvaise publicité des candidats les uns contre les autres. Mais je crois savoir, pour revenir sur la question des femmes, que les femmes nigériennes se plaignent effectivement et à raison du fait qu'elles ne sont pas aussi représentatives dans des postes électifs. On a très peu de femmes qui vont se porter candidat pour les législatives. Une femme qui se porte candidat pour les présidentielles, mais pas avec beaucoup de chance. Et autant que ces femmes ont beaucoup plus de chances dans les postes nominatifs, donc au sein de l'exécutif, je crois que le Nigeria a encore du chemin à faire pour que les femmes puissent vraiment pouvoir des postes électifs. Quant aux jeunes, je crois que ce serait vraiment la grande découverte du scrutin de samedi, parce que les jeunes Nigérians sont en train de se mobiliser pour servir comme les observateurs nationaux lors du scrutin et pour être déployés à travers tout le pays afin d'observer ces élections. Donc, nous comptons beaucoup sur la jeunesse nigériane et je crois qu'elle ne va pas nous décevoir. Anne, pourquoi n'y a-t-il pas eu de débat présidentiel télévisé entre les principaux candidats comme on peut le voir ailleurs dans d'autres pays? Oui, il y avait un débat télévisé cette semaine, mais il n'y avait que 5 des 14 candidats qui étaient là. Le président Jonathan était là, mais Buhari, il a refusé d'y participer parce que lui, il disait que le président Jonathan a reçu des questions d'avance, etc. Il disait que ce n'était pas équitable. Alors ça vous montre un peu la rivalité forte qui existe ici au milieu politique. Et Goodluck Jonathan a-t-il réagi aux critiques selon lesquelles son gouvernement a attendu l'approche des élections pour vraiment combattre Boko Haram et tenter de reprendre les territoires que le groupe occupe?
Oui, lui, il dit que ce n'était pas une stratégie politique. Lui, il parle plutôt des retards qu'ils ont expériencés avec des équipements. Ils disent qu'ils ont enfin reçu des équipements qu'il fallait pour se battre au nord. Et là, les succès qu'on voit sur le terrain, c'est grâce à ça, première chose. Deuxième chose, il a beaucoup parlé de la coopération régionale. Ils disent en fait, l'autre raison qu'on voit beaucoup de succès, c'est que les forces armées du Tchad, du Niger et du Cameroun sont maintenant dans la bataille. Ils sont en train d'attaquer, enfermer Boko Haram un peu dans les régions frontalières. Alors, à en croire les derniers sondages, difficile pour l'heure de prédire le futur vainqueur, alors Jonathan ou Bouhari, mais Mireille Dieuppé, à votre avis, le vaincu acceptera-t-il facilement le verdict des urnes pour éviter l'embrasement post-électoral? Je pense qu'avec l'implication des jeunes dans ce processus, il n'y aura pas de chance. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que les jeunes vont tout faire pour que le processus soit transparent et à la fin de la journée, ils seront comme obligés d'accepter les résultats. Mais ce que je souhaitais, en début de semaine, j'ai pensé qu'on devait voir cette déclaration conjointe. C'est vrai qu'on a signé l'accord d'Abuja ce matin, mais même demain, si on peut avoir cette déclaration conjointe entre les deux candidats pour dire au soir du 28, on aura un vaincu et un vainqueur. Et le Nigeria va vivre au-delà du 28, ce sera une très bonne chose. Oui. Mais le fait que les deux principaux candidats ont, ce jeudi même, engagé de nouveau à respecter le résultat de la présidentielle, c'est quand même une bonne chose. C'est déjà un pas. Oui, c'est déjà un pas. C'est un pas. Nous avons entendu l'appel du président Obama tout à l'heure, mais déjà le PDP, le parti de Jonathan, a critiqué le trop faible nombre de cartes d'électeurs distribuées et le recours à une nouvelle technique biométrique pour le vote. Pour sa part, l'APC de Bouhari accuse le gouvernement de manœuvrer pour revenir au traditionnel vote papier, qui d'après ce parti faciliterait le bourrage des urnes. Chris Fomunyo, ce contexte précaire fait-il craindre une crise politique? Non, je crois qu'il faut reconnaître que, comme c'est la première fois que la biométrie est introduite dans le système électoral nigérien, que de part et d'autre, les gens ont des appréhensions parce qu'ils ne maîtrisent pas encore cette technologie. Mais je crois que si la commission électorale, qui rassure tout le monde que cette nouvelle technologie va bien marcher samedi, si la commission arrive à bien faire son travail, il n'y aura pas de raison que l'issue ne soit pas acceptée par l'ensemble des candidats. En plus, il y a un élément nouveau, c'est que demain, vendredi, donc, est déclarée la journée nationale pour la paix. Donc, tous les médias nationaux vont diffuser des messages de paix. Et je crois que ça aura un impact parce que au devant de la scène, il y a les représentants de toutes les confessions religieuses qui se sont réunis au sein de la Commission nationale pour la paix et qui vont œuvrer entre vendredi et le week-end pour que le message puisse passer à tous les niveaux. Donc, il y a de fortes chances que la biométrie aidant, le travail de la jeunesse et de sensibilisation des électeurs fait par les jeunes et les organisations de la société civile aidant également, la présence des observateurs nationaux et internationaux, que tous ces ensembles d'éléments puissent appuyer les Nigériens dans la recherche d'un processus transparent et crédible. Anne, donc, pour dire que les espoirs sont quand même permis. Tous les espoirs permis. Anne, il y a autre chose qui fait l'actualité également. Il y a cette affaire concernant l'éligibilité du principal candidat de l'opposition, Bouhari, évidemment. Alors, c'est finalement les 22 et 23 avril que la justice se prononcera sur son éligibilité. Alors, mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça peut disqualifier Bouhari? Oui, c'est ça la loi ici au Nigeria. En fait, même s'il gagne l'élection, si le cours dit qu'en fait il n'est pas, s'il est déqualifié, c'est fini, Mais ça peut se passer après le scrutin. Ah oui, et si ça se passe comme ça, Mireille. Il faut avoir peur des violences. Oui. Ça va pas aller, ça sera pas doucement. Ils ne vont pas accepter ça. Donc autant mieux, moi je ne sais pas ce qui va se passer le 18, mais si Bouhari est le champion, le gagnant, qu'on le laisse gagner les élections. Ah bon, Chris Fomunyo, concernant cette affaire, ce cas d'éligibilité en cours, c'est quoi? Vous réagissez comment à ça? Non,
Personnellement, je n'attache pas d'importance à cette procédure. Il est vrai qu'ici au Nigeria, les gens aiment saisir les tribunaux. C'est une société un peu litigieuse, mais je n'attache aucune importance particulière à ce procès contre Buhari. Déjà que d'ici le mois d'avril, si c'est Buhari qui gagne l'élection, le tribunal ne reviendra pas là-dessus. S'il perd l'élection par la voie normale, ce point ne sera plus d'utilité. Donc, je n'attache aucune importance à ce procès. D'accord. Alors, Mireille, l'électorat est-il également polarisé par des facteurs religieux, ethniques et géographiques au Nigeria? Le Nigeria a toutes ces divisions que vous pouvez trouver dans un livre classique de conflit. C'est-à-dire que ce soit géopolitique, que ce soit géographique, ethnique et clanique. Mais je pense que le 28 mars, le plus important sera qu'est-ce qu'on pense du Nigeria. Ce qu'on appelle Power Projection, au-delà du 28. Qu'est-ce que nous on veut? Le Nigeria, c'est le géant d'Afrique. Est-ce qu'on peut le consolider et rêver de ce grand Nigeria? Ou alors est-ce qu'on voudrait s'accrocher sur ces facteurs qui nous divisent et laisser le Nigeria devenir un État défaillant? Et Anne, à 2 jours de ces élections, y a-t-il des événements politiques prévus? Non, en fait, la campagne, ça finit à minuit jeudi. Alors, la politique, c'est fini. Maintenant, on passe aux questions, par exemple, questions de logistique, avec la commission électorale qui est en train de prépositionner tous les matériels sensibles, non sensibles pour le scrutin samedi. C'est ça vraiment la priorité pour le vendredi, pour le jour avant le scrutin. Chris, peut-être cette question pour conclure. Pourquoi le Nigeria doit-il être l'exemple à d'autres pays africains qui s'apprêtent à tenir des élections? D'abord parce que le Nigeria, c'est un pays qui pèse quand même assez lourd, point de vue de sa population, point de vue de son positionnement géopolitique sur le continent. C'est le premier pays à organiser des élections présidentielles en 2015 et nous savons que cette année, il y a beaucoup de pays africains qui préparent des élections présidentielles au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Burundi, ainsi de suite. Donc, l'exemple qui viendra du Nigeria pourra servir aussi pour d'autres pays africains. C'est pour ça que nous attachons tous une importance capitale à ces élections et que les Nigériens eux-mêmes souhaitent que ces élections se passent dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, nous n'allons pas faire de prédictions ici, de pronostics. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer? Est-ce que vous partagez cet avis de Chris? Bien évidemment. Moi, je pense que le Nigeria devrait se dire qu'est-ce qui est plus important pour nous. Est-ce que le Nigeria devrait s'arrêter après le 28 mars? Ou alors est-ce que le Nigeria devrait continuer à être ce pays leader, géant d'Afrique? Oui. Et nous faire rêver tous. Et Anne, à la radio un peu plus tôt, vous me parliez de ce double sentiment dans la rue. Vous parlez aux gens là-bas, aux Nigérians. Et donc, il y a ce sentiment d'inquiétude, mais aussi d'espoir. Oui, moi je ressens que les gens, ils veulent vraiment voter, ils veulent vraiment passer à autre chose, ils veulent, peut-être ils s'inquiètent un peu pour ce qui va se passer, mais aussi je pense que les gens, ils espèrent que vraiment ça va être l'élection, la meilleure élection qu'ils n'ont jamais eue. Oui. Voilà, merci à nos invités, Anne-Luc de la VOA, Mireille Dieupe de l'université George Mason et Dr Chris Fomunyo du National Democratic Institute. Un petit clin d'œil à nos amis et confrères de RT Mwangaza qui nous diffusent à Lubumbashi. Je vous remercie, camarades. Voilà, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. Et évidemment, la semaine prochaine, nous allons vous tenir au courant des résultats. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.